Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue et merci d'avoir tous Bonsoir. répondu. Bonsoir et merci d'avoir répondu aussi nombreux Avec plaisir. à ce webinaire. C'est très, très agréable pour nous de vous accueillir avec des visages connus. Coucou Émilie. Bonsoir. Et Salut puis Jean-François. Arturo aussi, et puis des visages nouveaux aussi. Donc, c'est plutôt chouette de voir qu'on crée un espace pour que des énergies nouvelles et des énergies déjà connues se mélangent. Alors, on va démarrer par un moment d'inclusion où on aimerait entendre résonner votre prénom et en même temps entendre résonner votre intention, c'est-à-dire la raison de votre présence ce soir. Et de le faire de la façon la plus synthétique, la plus succincte possible pour que tout le monde ait ce temps de parole, parce que ce soir, on est à peu près 25 personnes d'inscrits. Alors, André, tu veux dire un mot avant qu'on lance les… Non, bonsoir à toutes et tous. Content d'être là ce soir et de co-animer avec Jean-François. Alors, on a une pensée pour notre collègue Elisabeth qui est en formation ce soir et qui est avec nous par le cœur, mais pas par l'écran. Alors, qui veut commencer à simplement dire son prénom et la raison pour laquelle je suis là ce soir? Mon intention, c'est… Qui se lance? Moi, je peux démarrer. Donc, Émilie, vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, très bien. Émilie, et moi, mon intention ce soir, c'est découvrir de manière un peu plus approfondie ce qu'est le co-développement, la posture de facilitateur d'une manière générale pour peut-être dans un second temps m'y former plus spécifiquement. Ok. Merci Émilie. Qui prend la suite? Alors, je peux continuer. J'ai le vent qui vient derrière. Alors, Anya Offert. Oh, on a deux… Un écho, oui, c'est Ouais. bizarre. Je vais essayer d'enlever mes écouteurs, voir si ça marche mieux comme ça. Voilà, je suis désolée. Voilà, on va essayer comme ça. Donc, moi, je suis formée en facilitatrice et puis j'aurais voulu avoir une autre approche, voir comment c'est. Voilà, je viens par curiosité, vraiment. Ok, par curiosité. Je vais suivre une formation de ta part, peut-être à Neuchâtel. Ah, tu serais avec Philippe et Carole alors Exactement. Ok, avec plaisir, avec plaisir. Bon, merci Anya. Qui prend la suite? Marie-Ange. Voilà, donc moi c'est Marie-Ange. Oula, j'ai un écho aussi. J'ai suivi la formation de 3 jours à Bruxelles avec Robert Dill sur la facilitation de l'intelligence collective. Je suis Jean-François depuis un petit moment sur les réseaux. Et donc, je suis ravie d'être là et de pouvoir en savoir un peu plus de vive voix et en live sur l'approche. Et André Tonard, en fait… j'ai entendu parler de vous grâce à un ami qui travaillait dans les assurances avec qui j'ai travaillé. Donc voilà, j'ai essayé de tenter de rentrer en relation avec vous, mais bon, voilà, ce n'était pas encore arrivé, donc c'est fait. Merci. Excellent. Ok, merci. Merci Marie-Ange. Qui prend la suite? Bonsoir, je peux prendre la suite. Moi, c'est Clara. Et un petit peu comme Anya, je viens par curiosité pour savoir aussi quels sont un peu les points clés de la posture de facilitateur pour ensuite pouvoir l'appliquer dans ma vie professionnelle. Ok. Merci Clara. Moi, je peux prendre la suite. Du coup, c'est Marine. C'est un peu particulier comme ce que j'attends peut-être de la ce soir, c'est en fait comment tu fais, surtout quand tu as des groupes qui sont difficiles devant toi, où tu as des personnalités un peu compliquées à gérer. Donc, en découvrir peut-être plus un peu là-dessus. Comment tu fais quand tu as des groupes qui sont difficiles devant toi? Ah bon, ça existe. C'est ça, les super relous, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Très bien. Merci.
Qui prend la suite? Je peux prendre la suite si vous le souhaitez. Sandrine? Donc bonsoir, je suis Sandrine, je suis nouvelle dans le domaine de la formation suite à une reconversion l'an dernier. Donc du coup là, je suis très curieuse. Je pense que dès qu'on est dans le domaine de la formation, on aime s'enrichir. Donc du coup, je suis là pour ça ce soir. Merci en tout cas de m'avoir accepté. Avec joie, avec joie. Merci Sandrine, par curiosité. Merci. Bienvenue à la curiosité. Qui continue? J'apprends, si vous voulez. Elisabeth? Oui. Attendez, oui. Donc, bonsoir à tous, Elisabeth. Rapidement, moi, ce qui m'intéresse, alors déjà, je suis depuis 7 ans Elisabeth Falcon, donc évidemment, je suis dans l'actualité, ça m'intéressait. Et puis, je pense que la facilitation, c'est une suite logique de mon métier actuel, qui est la formation et le conseil. Donc, je suis intéressée par des approches, en tout cas des techniques, qui puissent en retrait et de laisser les entreprises décider par eux-mêmes de ce qui est bon pour elles. Ce qui ne me permet pas toujours le conseil ou la formation, où je ne suis pas là pour ça. Voilà. Ok. Merci Elisabeth. Avec plaisir. Qui continue? Encore Marine, Didier, qu'on nous attendons, Valérie, Hélène, Cécile, Loana, Arturo. Bonsoir, Cécile ici. Donc, moi, je suis à Londres et c'est la première fois vraiment que je connecte avec une communauté francophone autour de ces thématiques. Donc, j'ai beaucoup de curiosité aussi à ce niveau-là. Je suis venue en contact avec le travail de Robert Dilts et le coaching ici à Londres. Et voilà, la thématique de ce soir me paraissait particulièrement intéressante parce que je travaille avec des équipes à Londres et de plus en plus, je me rends compte de mes limites en tant qu'individu et comment mobiliser davantage les ressources qui sont autour de moi, qui sont dans chacun de nous dans ces équipes. Et d'où la posture de facilitateur et de voir quelles sont les possibilités et simplement d'écouter. Ok, merci Cécile. Quelles sont les possibilités? Comment mobiliser les ressources dans les équipes? Ok. Didier, tu voulais te lancer? Oui. Oui, bonsoir. Didier, complètement novice. Et puis la découverte, et puis voilà, les mots facilitateur, intelligence collective, tout ça, ça m'a interpellé. Donc voilà. Oui. Voilà Quelle chance, le regard du débutant. Voilà. Innocence de Inochere qui ne connaît pas. Voilà. Merci Didier. Qui d'autre souhaite prendre la parole ce soir? On a encore Laurence, Arturo, Hélène, Loana, vous êtes bienvenue pour partager avec nous votre intention et votre attention aussi. Alors du coup, j'arrive. Laurence? Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, j'ai fait une formation en intelligence collective dans la lignée de Robert Dilts, justement. Et voilà, du coup, c'est toujours pour s'enrichir, continuer à s'enrichir. Et puis, j'avais fait avec vous, Jean-François, je crois, c'était un mastermind. Ah, ok. Ah, d'accord. Oui, voilà, Laurence. donc du coup, c'est la curiosité, puis toujours de continuer à apprendre un petit peu. Ok. Très bien, merci Laurence. Qui continue? Hélène? Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Oui. Bon, écoutez, vous êtes les bienvenus. On va vous laisser encore quelques secondes pour prendre la parole et puis sinon, on va commencer. Bonjour Jean-François. Salut Arturo, bienvenue. Salut, merci. Rapidement, mon intention, c'est continuer mon apprentissage de l'intelligence collective. Comme tu sais, c'est un sujet qui m'intéresse et je pense que c'est un
un lien important avec les masterminds. Donc, voilà, c'est mon intention, continuer l'apprentissage. Ok. Voilà. Ok. Les codes arrivent cette semaine, Arturo. Ah, justement, j'ai pensé à ça cette semaine. Bon, super. J'ai hâte. Merci Arturo. On a encore Hélène et Loana qui peuvent prendre la parole encore quelques secondes. Et puis on va démarrer. Allez, je vous propose de démarrer. Elisabeth, tu fais à manger pour tout le monde? Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de recherches dans la découverte pour certains, dans la curiosité pour d'autres, dans la formation continue et puis dans peut-être l'idée d'un projet qui pourrait se construire autour de se former, aller plus loin. J'espère qu'on va répondre à ces questions durant le webinaire. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense que vous aurez quand même quelques pistes pour vous aider à clarifier ces points-là et répondre à vos questions. Alors, nous allons commencer par partager je vais commencer par partager mon écran avec vous pour cette présentation de ce soir. Alors, je vais me présenter, puis ensuite André va se présenter. Donc, je m'appelle Jean-François Thirier, j'habite à Besançon, dans l'Est de la France. Je suis très, très heureux que finalement ce webinaire devienne international grâce à Cécile qui est à Londres. Ça donne une dimension carrément autre. J'exerce le métier de facilitateur depuis 15 ans. J'ai commencé en tant que facilitateur de team building, d'exercices de cohésion d'équipe. Et ce qui intéressait vraiment mes clients, c'était mon approche somatique et comment j'utilisais le corps dans la facilitation. Et ça m'a toujours intéressé et passionné. Encore aujourd'hui, mon style de facilitation est une approche très pragmatique et expérientielle. Donc, c'est un peu mon style de facilitation. Depuis 2015, je suis certifié formateur de facilitateur SFM2, donc dans la lignée de Robert Dilts, tel que certains en ont parlé. Et j'anime des facilitations pratiquement à 60-70% de mon temps régulièrement. André? Bon, André, je suis belge, comme ça on pourra faire un lien avec Marie-Ange, mais j'habite maintenant à Vaison-la-Romaine au pied du Mont Ventoux. Donc j'ai aussi suivi Robert dès ses débuts en France, puisque j'étais dans le premier groupe de formateurs d'abord, puis donc j'ai fait comme Jean-François la facilitation en intelligence collective. Il y a 2 ans, j'ai fait un DU en intelligence collective, donc il y a pour la première fois en France une université qui fait un Bac+6 en intelligence collective. Et de la même manière, donc avec Jean-François, nous co-animons souvent et j'utilise aussi à peu près 60 à 80% de mon temps à faciliter des équipes, des comités de direction, des comités exécutifs. Alors, ce webinaire est un webinaire une série de webinaires. On a déjà abordé la définition de la facilitation, les repères dans la facilitation. Ce soir, on va vraiment s'intéresser à la posture parce que beaucoup d'entre nous abordons la facilitation sous l'angle des outils et que les outils ne sont qu'une partie de la facilitation et la facilitation, ça s'incarne chez le facilitateur dans une posture. Et ça me semble préalable à l'exercice des outils. Si j'ai les bons outils, mais pas la bonne posture, ces outils risquent d'être utilisés de façon maladroite. Alors que si j'ai la bonne posture, mais que mes outils, je peux avoir des doutes et peut-être les utiliser moins bien, eh bien, cette posture, elle est prédominante dans l'exercice du métier de facilitateur. Alors, on va d'abord partager avec vous ce qu'on voudrait partager, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce webinaire. D'abord, on va parler un petit peu des freins à l'intelligence collective dans les organisations. Si les organisations font appel à nous en tant que facilitateurs, c'est qu'on a une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle est en lien avec les freins que connaissent les organisations et ce qu'elles mettent en place pour que l'intelligence collective n'arrive pas. Donc, si on va aborder ça, ce sera André qui va vous présenter ça de façon un peu ludique, comme à son habitude. Ensuite, on va voir quelle est la posture du facilitateur en intelligence collective et sa valeur ajoutée.
Hein, c'est extrêmement important d'être au clair sur cette posture-là quand on veut la pratiquer. Et puis ensuite, on va partager avec vous quels sont les fondamentaux de la facilitation et j'ai envie de dire ces lois, ces grands principes, et qui font que finalement, on est capable on permet quelque chose que l'organisation seule ne pourrait pas réaliser elle-même. Alors, ce webinaire est un webinaire animé donc par André et par moi. Même si nous sommes experts, entre guillemets, de la facilitation, il existe plusieurs courants de la facilitation. On ne prétend pas être la seule voie possible. C'est un partage d'expérience plutôt qu'un cours magistral. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. On est là d'abord pour vous plutôt que pour vous asséner ce que nous, on a envie de vous dire. L'important, c'est qu'on réponde le plus possible aux notes que j'ai prises et aux questions que vous vous posez. Alors, André, tout d'abord, on va démarrer avec les freins à l'intelligence collective. Alors, les freins à l'intelligence collective, ils sont nombreux. On rencontre le plus dans les organisations et parfois dans le leadership, c'est qu'on décourage les synergies. Hein, donc, à la place, alors que la synergie, on verra tout à l'heure, est un des éléments importants de l'intelligence collective, souvent, il y a une volonté parfois cachée ou de ne pas favoriser vraiment les synergies, de favoriser l'échange de bonnes pratiques ou de choses de ce genre. Ça, c'est un premier frein à l'intelligence collective. Un deuxième frein à l'intelligence collective, c'est que malheureusement, il reste encore beaucoup de managers et beaucoup de leaders qui sont dans cette posture de diviser pour régner, hein, de dire, bon voilà, je vais mettre la concurrence entre mes équipes. J'ai travaillé avec un patron où il mettait vraiment tous ses N-1 en concurrence sur le résultat, sur le business unit et forcément, il décourageait forcément tout ce qui pouvait être collaboration générative. Un troisième frein à l'intelligence collective qu'on peut rencontrer en dehors même des entreprises et des organisations, c'est cette idée de décider à la majorité. Hein, donc, il y a toujours une partie dominante et une partie moins importante et des manières d'essayer d'avoir la majorité d'une manière ou d'une autre. Et on voit ce pauvre monsieur qui essaye de lever sa main pour donner un avis divergent. Et c'est parfois très difficile dans les organisations et les entreprises d'oser tenir tête, d'oser donner un avis divergent, d'oser dire qu'on n'est pas d'accord et d'exprimer sa manière d'être divergent par rapport ou au chef ou par rapport à une majorité. Le quatrième frein, c'est de meubler les silences. Il y a des personnes qui sont très douées pour ça, alors que nous considérons que le silence est vraiment un acte et un outil important de l'intelligence collective. Vous avez des personnes qui sont spécialisées, je suis sûr que vous en connaissez beaucoup dans les réunions, qui ont la tchatche, qui n'arrêtent pas de parler, d'expliquer, de couper même la parole aux autres et de poser à la fois des questions ouvertes, mais de continuer par une question fermée, alors que l'important, si vous êtes coach, c'est aussi de savoir que le silence est un élément très, très important. Et il nous en reste deux. Un frein à l'intelligence collective aussi, c'est d'avoir des certitudes, d'être sûr qu'on a la bonne parole, d'être sûr que c'est ma vérité qui est la bonne, c'est mon opinion qui est la bonne, alors que l'intelligence collective, tout ce qui est incertitude, et vous savez que pour le moment, on est dans un monde VUCA ou VUCA en anglais, où l'incertitude est quelque chose de très important. Il faut pouvoir gérer l'incertitude en tant que facilitateur d'intelligence collective. C'est essayer de ne pas avoir des certitudes et qu'on sort des sentiers battus ou des vérités toutes faites. Et j'aimerais j'aimerais partager à ce titre-là, dans la question de la posture du facilitateur, si je devais dire à quel endroit notre valeur ajoutée est la plus élevée, c'est dans ces moments-là. Parce que permettre à un groupe de se re-questionner, parce qu'ils ont des certitudes, mais la plus grande certitude qu'ils ont, c'est que tout ce qu'ils n'imaginent pas, ça ne marchera pas. Et qu'on n'a jamais fait comme ça, ça ne marchera pas, c'est pas possible.
Et notre vraie valeur ajoutée commence dans notre capacité de facilitateur à être serein avec la certitude. Et c'est vraiment une expérience à vivre pour tous ceux qui veulent devenir facilitateurs. C'est ce moment où une équipe, vous savez, il y a souvent de l'enthousiasme quand on les met en groupe, quand on les fait phosphorer ensemble, mais quand on les emmène dans ce U dont on parle à certains moments, dans cette courbe descendante où ils approfondissent la question, où ils viennent au cœur de la question, quand on est au bas de la courbe du U, il y a un moment donné, on est dans un trou d'aiguille, et eux ne savent plus, ils sont perdus, ils ont des doutes, et le facilitateur à ce moment-là, lui aussi, s'il a des doutes, s'il est perdu, et s'il n'est pas capable de contenir, l'expression favorite de André, c'est tenir la membrane de ce groupe, de contenir le cadre de ce groupe, eh bien, tout le travail qui a été fait en descendant ne va pas pouvoir s'exprimer dans la remontée. Et notre travail, c'est d'aider, pour prendre une métaphore qui parle bien, à dégeler les certitudes pour qu'elles s'assouplissent et se liquéfient, pour pouvoir se reconsolider dans de nouvelles convictions. Donc, notre rôle est vraiment très, très important à cet endroit-là. Et le deuxième est étroitement lié parce que je pense que c'est les deux postures qui sont les plus importantes en tant que facilitateur. Donc, Jean-François vient de vous expliquer sur la certitude. Et l'autre, c'est laisser la place à l'imprévisible. La grande qualité d'un facilitateur, c'est de oser dire « je ne sais pas ce qui va se passer, moi je suis juste gardien du cadre de la membrane, mais j'espère qu'il va se passer des choses que je n'avais pas planifiées, que je n'avais pas organisées. » Et si vous parvenez en tant que facilitateur à gérer cette incertitude et à laisser de la place à ce qui va se passer, à l'imprévisible. Donc, c'est vrai que ça m'arrive parfois, et vous savez, lorsqu'on fait des offres, on me dit toujours, il faut que tu détailles tout ce que je vais faire. Je le fais parce que on nous le demande, mais je dis, ne vous étonnez pas si après 1 heure ou 2 heures ou après un demi-jour, je remets tout en question parce qu'il faut gérer l'imprévisible et c'est la force de l'intelligence collective de faire place à l'imprévisible. Et vis-à-vis de nos clients, c'est très, très important de les préparer. Oui. Sûrement les deux derniers les plus importants. Ah oui, ouais. Les préparer dans le forum ouvert, ce qui est une technique de facilitation, on a un principe qui dit « soyez prêts à être surpris ». Et André et moi, on avait une discussion l'autre jour sur la différence entre le coaching d'équipe et la facilitation. Personnellement, pour moi, le coaching d'équipe est associé à l'atteinte d'un objectif. La facilitation d'équipe est associée à l'émergence d'un objectif. C'est-à-dire que, pour moi, dans ma représentation, le coaching d'équipe converge vers, alors que le facilitateur va d'abord ouvrir, l'objectif va émerger et il va y avoir convergence. Donc, on se disait avec André, il y a effectivement une fine frontière entre les deux métiers, mais il y a des nuances qui, à mon sens, font que si un client n'est pas prêt à être surpris, s'il veut vraiment atteindre un objectif, qu'il est attaché à un objectif, il vaut mieux qu'il fasse appel à un coach ou à un consultant. Le consultant va lui dire vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et puis vous arriverez là-bas. Le facilitateur, lui, il va dire autre chose. Il va dire voilà, l'intention c'est d'aller vers là, mais de la même manière, ici à Besançon, si je veux aller jusqu'à Londres, je peux y aller en avion, je peux y aller en passant par Paris, je peux y aller en passant par Strasbourg, par Mulhouse. J'ai plein de façons d'y arriver. Je ne sais pas comment le groupe va y arriver et je vais faire confiance à l'intelligence du groupe pour qu'on arrive au plus près de Londres et peut-être même à une idée qui serait peut-être encore mieux que Londres. Parce qu'on n'y a pas pensé avant et que l'intelligence et la sagesse du groupe va pouvoir faire émerger peut-être un objectif qui sera encore plus pertinent que l'objectif qui a été décidé auparavant. La téléportation, par exemple. C'est ça. Je suis ceinture blanche pour l'instant. Je n'ai pas encore maîtrisé les atterrissages. Donc voilà les freins principaux. Puis on voulait partager aussi une nuance importante qui est vraiment essentielle quand on parle d'intelligence collective. C'est la différence entre l'intelligence collective et l'intelligence collectée. André ? Oui, mais donc là, souvent, on pense dans les équipes, beaucoup d'équipes pensent travailler en intelligence collective et on voit que ces réunions, elles sont quand même
menée par un chef, par un responsable, qui dirige la réunion, qui contrôle les débats. Il y a de l'écoute, mais pas nécessairement de l'approfondissement. Et surtout, on est bien dans les certitudes. Et il ne faut surtout pas, comme on vient de le dire avant, se laisser déstabiliser par l'imprévu. Tout doit être bien organisé. Hein. On a des réunions très efficaces, on peut tenir le timing. On est souvent dans une vision assez court terme, avec des objectifs qui sont là. Et la décision est souvent prise par une minorité de personnes et pas nécessairement par l'ensemble des personnes. Et ces personnes pensent travailler en intelligence collective, mais en fait, elles travaillent simplement en intelligence collective. On dit souvent A plus 1, donc nous, on ne va pas approfondir ça, mais on est plutôt sur A plus 1 égale 1 ou A plus 1 égale 2, mais sûrement pas sur A plus 1 égale 3. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de se rappeler que dans une organisation, beaucoup pensent qu'il y a des problèmes de communication. C'est rarement un problème en soi. Le problème, il est dans l'intelligence collective, il est la notion de relation. Comment pouvoir faire émerger des idées neuves dans un système qui vous demande, par exemple, c'est un des grands paradoxes d'aujourd'hui, on vous demande d'être innovant, mais dès que vous avez une idée innovante, on vous dit que non, ce n'est pas possible. Et on vous invite à oser sortir de la boîte, mais dès que vous sortez de la boîte, on vous dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et on est vraiment dans ce paradoxe. Et c'est là, nous, en tant que facilitateurs, on prévient nos clients, on les prépare à être surpris et à avoir des idées qui sortent de la boîte, qui peuvent être justement en dehors de ce qui est prévu, en dehors de ce qui est attendu, et peut-être remettre en question les certitudes qui étaient là. Donc, l'intelligence collectée, pour vous donner quelques exemples, il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui remettent en question le brainstorming et qui disent que 70% des idées qui émergent dans les brainstorming ne sont que la répétition de ce qu'on connaît déjà. Et c'est là où je vous parlais de cette descente du U. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des idées tout de suite, et quand vous regardez ce qui vous vient tout de suite, c'est souvent des choses que vous avez déjà vues ou que vous connaissez. Et en tant que facilitateur, être capable de dire « Ok, ça vient », il y a des idées qui viennent, mais d'arriver à ce moment, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans les brainstorming, ces moments où les idées commencent à être moins fréquentes, il y a des silences, on ne sait plus trop quoi dire, on n'a plus d'idées, on ne sait plus exactement. Et c'est justement à ce moment-là qu'on sort de cette expérience finalement de je vais faire appel à ce que je sais déjà, aux souvenirs que j'ai, à ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu pendant mes études, ce que j'ai vu chez un autre client, pour commencer à se laisser ressentir l'anxiété de ne pas savoir, la crainte, l'imprévu, l'inattendu. Et là, le facilitateur, il aide les équipes à traverser ce moment. Et quand je disais tout à l'heure, c'est le trou d'une aiguille, eh bien, ce moment-là, il est vraiment clé parce qu'on sait que quand on arrête d'aller chercher ce qu'on connaît déjà, il y a de la place pour faire émerger ce qu'on ne sait pas et qui peut être, pour le coup, une vraie sagesse collective. Et c'est la différence, vraiment, on voulait insister sur cette nuance, André et moi, sur la différence entre l'intelligence collective et l'intelligence collectée. Tout ce qui est intelligence collective, il ne suffit pas de réunir un groupe pour faire de l'intelligence collective. On peut tout à fait être dans un consensus mou où tout le monde va être en accord sur quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Et un des grands risques aussi de l'intelligence collective, c'est que l'individu se perde dans le collectif. Si je perds mon individualité en tant qu'individu dans le collectif, je perds ma valeur ajoutée dans le collectif. Quand j'ai des idées qui peuvent être différentes, eh bien, il y a deux phénomènes qui peuvent se produire. Soit il y a un contenant des idées qui va faire que ces idées différentes vont devenir des idées opposées, ou alors il y a quelqu'un, un facilitateur notamment, qui crée un contenant dans lequel les idées différentes sont des idées complémentaires. Et je ne sais pas si vous saisissez la différence, c'est que selon le champ qui est créé, c'est-à-dire selon le niveau de la qualité de relation qu'il y a dans le groupe, eh bien, des idées opposées peuvent devenir, des idées différentes peuvent devenir soit opposées, parce que les gens sont sous tension, les gens sont sous pression, les gens sont dans l'opposition, dans le stress, dans
Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et si on est capable en tant que facilitateur, et c'est une de nos compétences, de créer un cadre sécurisant, eh bien, les idées différentes peuvent être entendues, accueillies. Et les synergies entre des idées différentes peuvent émerger. C'est aussi la posture du facilitateur. Alors, ce qu'on voulait aussi vous dire, voilà, ces constats-là, donc faire face à l'imprévisible, remettre en question ses certitudes, faire la différence entre l'intelligence collectée et l'intelligence collective, ça amène quelle posture chez le facilitateur? Eh bien, voilà, à mon sens, et c'est ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous ce soir, pourquoi les organisations ont intérêt à faire appel à nous, facilitateurs. C'est que, première chose, un facilitateur, il est indépendant. Quand vous êtes manager et que vous animez une réunion, vous êtes de toute façon dans un lien de dépendance avec l'organisation. C'est-à-dire que ce que vous faites est associé à une fiche de poste, est associé à des objectifs, est associé à un rôle, est associé à des missions, est associé à un entretien d'évaluation, est associé à une prime. Et donc, en tant que manager, quand vous êtes facilitateur, il y a, même si vous avez les outils de la facilitation, il y a tout un contexte de dépendance à l'organisation qui fait que vous êtes de toute façon dans un rapport biaisé avec les personnes qui sont présentes dans la salle, avec l'équipe qui est présente. Ce qui fait qu'on peut, à tout moment, du point de vue de l'équipe, se poser la question de votre, de votre indépendance par rapport à l'organisation. Et on pourrait dire que, d'une certaine manière, vous êtes intéressé, au sens propre, par le résultat attendu par les équipes. Et ça peut créer de la méfiance. Qui est la confiance étant une des clés de la facilitation. Cette dépendance vis-à-vis de l'organisation peut créer de la méfiance. Ensuite, en tant que facilitateur, ce qui est important aussi, c'est que nous sommes neutres par rapport aux résultats. C'est-à-dire que nous avons, par notre posture, la conviction que, oui, avec le dirigeant, avec le manager, on a travaillé sur la direction qu'on veut donner à cette facilitation, mais on ne connaît pas la destination. Direction, mais pas destination. Et ce n'est pas à nous de décider, et Elisabeth en parlait un peu par rapport à sa posture de formatrice et de coach, de consultante, ce n'est pas à nous de décider si l'objectif est le bon ou pas, si ce qui a été atteint est bon ou pas. On sait, et c'est une posture aussi que nous avons au fur et à mesure introjectée, c'est que ce qui arrive dans un groupe est ce qui pouvait arriver de mieux et que les personnes qui sont là sont les bonnes personnes. Donc ça aide à créer aussi un cadre dans lequel, par rapport à, je ne sais plus qui posait la question, des groupes difficiles. Il y a des groupes difficiles très souvent, et je le dis parce que c'est mon expérience, c'est quand il y a des agendas cachés dans la facilitation. C'est-à-dire, je veux aller là, 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 et le dirigeant ne le dit pas, le manager ne le dit pas. Il crée un espace de facilitation pour qu'il y ait de l'émergence, c'est-à-dire qu'on soit surpris, mais en fait, implicitement, eh ben, on sait exactement où on veut aller. Et ça, dans un champ relationnel, ça crée évidemment beaucoup de tensions et ça rend le groupe évidemment difficile. Et les gens dans le groupe qui sont le plus sensibles à ça vont le porter à haute voix. Et ça va devenir des gens avec qui ça va devenir plus compliqué. La deuxième façon, c'est par cette neutralité et cette indépendance, c'est qu'en tant que facilitateur, nous posons un cadre de sécurité pour les participants. C'est-à-dire que nous allons poser un cadre de liberté des participants qui vont pouvoir participer jusque là où ils veulent, mais aussi pouvoir s'arrêter là où ils ne veulent pas aller. On va poser un cadre de bienveillance. On va poser un cadre de responsabilité et de co-responsabilité dans le groupe et un cadre de confidentialité. Ces 4 règles créent un contenant sécurisant qui font que ces personnes qui peuvent être en tension, qui peuvent être en difficulté, ont de la place pour dire ce qu'elles ont à dire, tout en étant respectueuses du cadre qui a été posé. Donc ça aussi, c'est une façon pour répondre à la question des groupes difficiles. C'est aussi une question
à mettre en pratique. Alors, Laurence me demande, tu peux redire le premier point. Les 4 règles que je pose quand je facilite, c'est la liberté. C'est-à-dire que tout le monde est libre d'aller jusque là où il a envie d'aller dans le séminaire. C'est-à-dire qu'il est libre de poser des questions, mais il est libre de se taire. Il est libre de participer, il est libre de ne pas participer. Et ça donne, vous allez voir, le fait d'être libre fait que les gens ne se sentent plus contraints. Ça semble logique. Et ça leur permet d'avoir cette liberté. Mais s'ils sont libres, on pourrait dire que c'est dangereux de les rendre libres. Oui, mais ils sont libres dans un cadre bienveillant. C'est-à-dire que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et qu'ils sont libres de s'exprimer dans la mesure où ça reste bienveillant et que ça reste dans le non-jugement et dans le respect du groupe et des personnes. Et d'où on peut être tout à fait en désaccord tout en étant libre et bienveillant. Et ensuite, la responsabilité, la co-responsabilité, c'est-à-dire que pour beaucoup, il y a 1 an, j'ai facilité la rédaction d'un contrat d'associé dans un cabinet comptable. Et donc, c'est des associés qui cherchaient à créer un contrat, non pas juridique, mais un contrat de fonctionnement entre elles. Et je connaissais la dirigeante, elle me faisait confiance. Et au début, elles n'ont pas compris pourquoi, en tant que non-expert comptable, j'allais venir les aider. Jean-François, il n'y connaît rien, il n'est pas expert comptable. C'est-à-dire qu'ils ont du mal avec cette idée que d'être des facilitateurs de processus. Nous ne sommes pas des facilitateurs de contenu. Je n'avais rien à leur dire sur la comptabilité et l'expertise comptable. En revanche, sur faciliter le processus relationnel qui allait faire qu'un contrat d'associés allait pouvoir émerger entre elles, ça oui. Et quand je dis la co-responsabilité dans les règles du jeu, ça donne aussi à l'équipe qui est devant moi la responsabilité de ce qui va se passer. Moi, je crée un cadre, mais ce qui s'y passe, c'est eux qui le mettent. Donc, ça permet aussi de remettre les rôles en perspective et de sortir de cette idée du « Ah, le facilitateur, il va nous dire où aller, il va nous dire quoi faire. » Non, je vais vous dire comment y aller, mais pas où aller. Et puis enfin, la confidentialité. Dans vos confidentialités, vous entendez confiance. Donc, c'est un élément important. Donc ça, c'était la neutralité. Et enfin, dernier élément, nous sommes impartials. Quand je suis manager, quand je suis dirigeant, dans la mesure où j'appartiens à l'organisation, je ne suis de toute façon, même si j'ai envie d'être impartial, je suis partial. Si je suis, quel que soit le rôle que j'ai dans l'organisation, j'ai forcément des objectifs qui me sont imposés, qui me sont proposés, dans le meilleur des cas. Et l'impartialité, il n'y a qu'un facilitateur externe qui peut l'apporter, parce que lui n'a pas de parti pris par rapport aux personnes qui sont là. Et on voit bien d'ailleurs, pour répondre à la question des groupes difficiles, on a parfois des gens qui cherchent à faire alliance avec nous, facilitateurs, pour démontrer que c'est mieux que l'autre idée ou que ce qu'on avait prévu. Non, on est vraiment impartial. Donc ces trois qualités de la facilitation en font vraiment la posture clé du facilitateur. Je ne suis pas en train de dire, excuse-moi André, je te donne la parole juste après, je ne suis pas en train de dire qu'en tant que manager ou dirigeant, je ne peux pas être facilitateur. Je vais dire qu'il faut être clair et conscient qu'il y a de nombreux biais quand je suis manager ou dirigeant, si je prends la posture du facilitateur, parce que de fait, je ne suis pas indépendant, je ne suis pas neutre et je ne suis pas impartial. André ? Oui, ben sur la partialité, je voulais dire aussi, c'est vraiment cette idée que chaque participant, il est page blanche pour moi. Ouais. Et j'avais même mon premier professeur de coaching qui disait toutes les personnes qui sont là sont des champions. Hein, donc, ils ont tous des qualités, je dois tous les considérer comme des champions. Je facilite des champions, hein, mais ils ont tous des qualités et je suis là pour faire émerger ces qualités. On va passer au rôle du facilitateur. Alors, sur le rôle du facilitateur, c'est pas le slide, tu passes le slide suivant. Ah pardon, c'est celui-là. Oui, ouais. Alors, le rôle du facilitateur, je vois 4 rôles. En tout cas, le premier, on en a déjà beaucoup parlé. Je suis vraiment gardien du cadre. C'est vrai que j'utilise souvent le mot gardien de la membrane. Le rôle du facilitateur, c'est d'expliquer, c'est aussi de former, c'est de faire tester. Mais d'encadrer, il y a aussi recadrer. Et donc là, on revient aussi sur les personnes difficiles. Hein, donc, dans un premier temps, si on a affaire à des personnes qui n'ont jamais pratiqué l'intelligence collective,
Si je fais un lien avec le gustatif, ben, il faut un peu les faire goûter. Hein, il faut les faire goûter à ce qu'est l'intelligence collective. Et ça, c'est quand même moi qui, comme a dit Jean-François, je vais donner beaucoup de liberté, mais je vais donner beaucoup de liberté dans un cadre bien déterminé et je vais faire ça avec beaucoup de bienveillance. Donc, je suis gardien du cadre et je peux considérer que souvent, là, j'ai un groupe, si je fais le lien avec le cercle d'autonomie, qui est plutôt dépendant parce qu'il ne connaît pas bien et que, bon, voilà, c'est quand même moi qui guide, qui cadre, qui explique. Le deuxième rôle de facilitateur, je suis facilitateur d'expérience. Donc là, je vais aussi faire expérimenter les outils. Je suis dans une phase d'apprentissage de l'intelligence collective par rapport aux personnes. Donc, je vais questionner, je vais dialoguer, hein, je vais donner des feedbacks. Si de nouveau je fais le lien avec le gustatif, après avoir fait goûter, je vais maintenant montrer la totalité du menu ou du repas en disant voilà tout ce qu'on va faire ensemble. Hein. Et là, j'ai plutôt affaire à un groupe qui reste encore un peu dépendant, mais, et on l'a vécu, on en parlait encore tout à l'heure avec Jean-François, c'est à ce moment-là que la contre-dépendance peut se manifester. C'est là que les résistances peuvent arriver, c'est là que les personnes peuvent dire mais on doit pas, on avait à quoi ça sert vos trucs, tu vas quand même pas nous faire jouer, tu vas pas quand même nous faire décider. Donc, on est dans une certaine déstabilisation des personnes qui sont présentes. Et c'est là que aussi, il faut pouvoir recadrer les personnes. Donc, gardien du cadre, facilitateur d'expérience. Troisième rôle pour moi, accoucheur de talent. Hein? Et là, on va être dans une étape où les participants, ils apprennent à vraiment à pratiquer l'intelligence collective. Et souvent, je dis à ce moment-là, la membrane devient une membrane de co-responsabilité. Hein, donc, on est tous solidaires, on voit des synergies qui se créent. Il y a eu de la résonance au départ, il y a des synergies qui se créent. À ce moment-là, je pense que le groupe devient, avec chacun de posture indépendante, parce que c'est bien, comme on l'a dit tout à l'heure, que chacun prenne sa place, chacun a droit à sa place, chacun doit prendre sa place de manière déterminée. Et si je reviens de nouveau au gustatif, ben à ce moment-là, je pense qu'on apprend à tout le monde à commencer à cuisiner. On leur a fait goûter, on leur a montré l'ensemble du menu et maintenant, tout le monde va commencer à apprendre à cuisiner. Et le dernier rôle, peut-être, ou le dernier rôle de facilitateur, je reprends ça à Christine Marsan, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le facilitateur ou le co-facilitateur, où là, on est vraiment au sommet, on est de fait dans l'émergence, on est bien dans l'intelligence collective, où l'équipe, le groupe élabore ensemble, par rapport à ces incertitudes, par rapport à l'imprévisible, ce qui peut se passer. Et là, on est vraiment dans la dernière partie de l'autonomie, dans l'interdépendance, hein, et on a vraiment, si on revient de nouveau sur le gustatif, je dis que là, on est en train d'élaborer une nouvelle recette ensemble qui n'a jamais été faite. Voilà pour moi, donc je rappelle, gardien du cadre, facilitateur d'expérience, accoucheur de talent et facilitateur ou co-facilitateur. Ces rôles du facilitateur, on le vit vraiment à chaque fois. Et c'est intéressant comment certains d'entre vous, dès le départ, disent « mais en tant que formateur, en tant que coach, je ne suis pas si loin finalement de ce rôle de facilitateur ». Et c'est vrai, les personnes qui ont des compétences de coach, des compétences de formateur, ont déjà d'une certaine manière quelques lignes d'avance, parce que vous avez aussi ces prémices, ce cadre, vous l'avez aussi dans vos sessions de coaching, c'est souvent le cas en formation, mais ça reste, j'ai envie de dire, le tronc commun de ces métiers de l'humain, de ces métiers, cette posture INI dont je parlais, indépendant, neutre et impartial, sous-tendent ces rôles-là. Parce que si je pose un cadre en tant que manager ou si je pose un cadre en tant que facilitateur neutre, indépendant et impartial, ce n'est pas le même cadre. Enfin, il n'est pas vécu de la même manière. Si je fais vivre, je ne sais pas si vous êtes manager ou si vous avez fait l'expérience, mais quand un manager commence à se former à la facilitation et qu'il apporte un jeu et que les gens font ça, il a fait 2 jours de formation, il nous fait jouer maintenant.
C'est comme si, non mais il est manager, il est pas en train, c'est pas un gentil organisateur du Club Med, quoi. Quand vous êtes facilitateur et que vous faites un jeu, vous savez en gros que les gens, ils s'attendent aussi à ça. C'est-à-dire que c'est cohérent avec le rôle que vous jouez. Donc c'est là aussi où cette posture, encore une fois, indépendante, donc en dehors de l'entreprise, neutre et impartiale, vous donne beaucoup, beaucoup de permissions. De la même manière, parfois, être capable de recadrer quelqu'un quand on n'est pas dans l'entreprise, ça donne une grande liberté que si quelqu'un de l'entreprise le faisait, ben, ce ne serait pas possible. Donc, ça donne cette liberté. C'est une liberté qui est une liberté responsable, mais qui offre aussi un cadre beaucoup plus large. Si par exemple, je reprends un des principes qu'on exprimait tout à l'heure, ce qui peut arriver et ce qui pouvait arriver de mieux. Bah, quand vous êtes manager dans une entreprise et que vous facilitez un groupe et qu'il n'a pas atteint l'objectif, vous avez du mal à vous dire ce qu'on a atteint, c'est ce qu'on pouvait atteindre de mieux. Ouais, mais on n'a pas atteint l'objectif quand même. Donc il y a des enjeux qu'un facilitateur n'a pas et ce qui lui donne effectivement cette valeur ajoutée. Et c'est tout ce travail de préparation des sessions de facilitation avec le commanditaire, où on prépare le commanditaire à être surpris, on identifie si la facilitation est le bon outil, on identifie vraiment le besoin, on crée le dispositif de facilitation avec lui, on crée le cadre avec les équipes, on crée le cadre avec lui, et en même temps, on aide les équipes à traverser ce trou de l'aiguille au moment où on sort de ce qui était prévu, on sort de ce qui était attendu et on accepte de se laisser surprendre. Donc voilà. Je vois Laurence qui met la difficulté de se positionner entre formateurs et facilitateurs. Ce n'est pas toujours compris par l'organisation et les personnes, notamment dans les écoles, fait, mais c'est là l'important du dialogue que tu vas avoir au départ et de dire, voilà, je suis facilitateur et formateur et les termes, nous sommes indépendants, nous allons faire les choses selon le cadre, mais je ne suis pas là nécessairement pour former, je suis là pour faciliter un processus. Et je pense que ce mode de facilitation du processus permet de se distinguer du formateur. Le formateur est là pour distribuer un contenu et il utilise des processus pour acquérir des contenus. Mais en tant que facilitateur, je suis uniquement là pour faciliter des processus, pas des contenus. Je ne suis pas là pour dire ce que j'ai à dire, ce que j'en pense ou ce que je crois être bien. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Et ça, cette nuance, elle est très, très importante. Et très souvent, quand je démarre un travail d'ingénierie en facilitation, je définis les métiers par leurs différences. Je différencie un formateur d'un facilitateur. Je différencie un coach d'un facilitateur. Je différencie un consultant d'un facilitateur pour aider les commanditaires à être vraiment clairs sur est-ce que c'est bien ça que vous voulez. Parce que c'est possible d'aller voir un consultant. Il va vous dire quoi faire. C'est possible d'aller voir un coach. Il va vous aider à atteindre un objectif. Mais si vous voulez faire émerger, être innovant et vous laisser surprendre, alors vous êtes dans le bon outil, c'est bien de la facilitation. Et c'est vraiment une question préalable chez nos commanditaires. Est-ce que c'est vraiment de la facilitation qu'ils attendent? Et je dois partager avec vous que beaucoup font appel à un facilitateur et espèrent trouver un coach qui va les aider à atteindre un objectif. Et là, ça peut être intéressant, moi je l'ai fait à 2-3 reprises, c'est de proposer au donneur d'ordre de co-designer avec lui ce qui va se passer au niveau, plutôt que vous de remettre une offre toute faite. Par exemple, nous avons fait ça au SAMU social de Paris, on a gagné le contrat par rapport à ça. C'est pas évident parce qu'on commence à la limite la facilitation en intelligence collective en co-designant ce qu'on va faire après avec un groupe resté de personnes. C'est un exercice intéressant. Il faut que le donneur d'ordre l'accepte. C'est pas du tout évident parce que ça a aussi un prix. Ou alors, mais souvent, je suis arrivé à de meilleurs résultats en co-designant avec quelques personnes ce qui allait se faire après avec un groupe plus large. Parce que déjà, ces personnes-là avaient appris ensemble comment faire de l'intelligence collective. Et ça, ce que dit André est vraiment utile. Émilie, tu l'as vécu avec les forums ouverts qu'on a fait dans ton entreprise. Le groupe de travail au préalable, avoir un groupe de soutien qui nous soutiennent, nous, facilitateurs, et qui sont déjà relais
parce qu'ils ont déjà expérimenté ce travail, est vraiment aussi un levier intéressant pour nous. Alors, on arrive à 10 minutes avant la fin de ce webinaire. Juste pour vous dire que nous, André et moi, et certains, vous le connaissez, avons été formés par Robert Dilts. Et Robert Dilts a créé un courant qui s'appelle le courant de la facilitation générative. D'ailleurs, ces 4 derniers jours avait lieu le congrès international de l'Association internationale de changement génératif. Et on a, Elisabeth et moi, facilité un forum ouvert à plus de 200 personnes en ligne. Et la facilitation générative est une approche qui se distingue des autres approches de la facilitation parce qu'elle fait appel à de multiples intelligences. Être génératif, c'est donner naissance à quelque chose qui n'était pas là avant. Ça a la même racine que le mot genèse, donner naissance. Et pour être génératif, la facilitation que nous utilisons, c'est que nous utilisons non seulement l'intelligence cognitive, et dans beaucoup de métiers, on leur demande d'être des têtes bien faites, mais on en parlait tout à l'heure avec André, dans la facilitation générative, on leur demande aussi de travailler avec leur cœur, on leur demande aussi de travailler avec leur corps, et ce qu'on appelle l'intelligence esthétique. Donc, c'est aussi parfois l'intelligence métaphorique, l'intelligence du dessin, l'intelligence de la poterie. J'ai même, dans un team building, aidé un groupe à créer un parfum. Donc, on va utiliser d'autres intelligences et c'est ce qui fait la spécificité de la facilitation générative et que Elisabeth, André et moi, nous enseignons. Donc, pour nous, ce qui nous semble de plus en plus important, c'est d'avoir des fondamentaux de l'intelligence collective en tant que facilitateur pour pouvoir aller vers la facilitation générative, c'est-à-dire cette capacité à faire appel à d'autres intelligences et d'abord d'être soi-même à l'aise avec nos différentes intelligences en tant que facilitateur. Parce que nous avons tous une zone de confort. C'est vrai que mentalement, ça va. J'ai les idées qui sont à peu près claires. À peu près. Sur le plan émotionnel, tiens, où est-ce que j'en suis? Sur le plan somatique, comment est mon intelligence somatique? Sur le plan du dessin, sur le plan de la poterie, sur le plan quelle est mon aisance en tant que facilitateur? Parce que plus je suis à l'aise avec ces intelligences, plus je vais pouvoir les partager avec mes participants. Donc, voilà, nous enseignons ce type de facilitation. Ça a été l'objet de plusieurs webinaires, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui. Si vous avez envie de les voir, ils sont sur la chaîne YouTube. Vous pourrez me demander le lien par mail, après je vous l'enverrai. Et on va terminer par peut-être des questions ou des éclaircissements que vous auriez besoin d'avoir avant qu'on parte. Alors, Émilie demande comment vous gérez les demandes qui sont finalement mal identifiées. Exemple, demande de facilitation, mais induction de coaching. Alors, oui, moi je voulais dire déjà, j'ai donné déjà en partie une réponse, le fait de travailler vraiment en amont avec le donneur d'ordre, et si possible même de co-designer avec le donneur d'ordre. Le fait de dire je fais pas du coaching d'équipe, mais je vais vers de la facilitation, normalement on va ressortir dans ces dialogues. Donc c'est très important de cadrer ça au départ parce que de fait, Jean-François l'a dit, c'est encore d'ici, il y a beaucoup de demandes voilées, et ça nous est arrivé à tous les trois de refuser des animations, des facilitations parce que finalement, je pense que l'objectif n'était pas clair. Ma plus grande erreur et peut-être celle qui m'a été la plus cuisante, ça a été exactement ça. Par exemple, on m'a demandé de faciliter un conflit, une résolution de conflit, et je pense que ce n'était pas de ça dont ils avaient besoin, et je pense que le vrai besoin, c'était tout simplement des actes de courage managériaux. Et à l'époque, j'étais jeune, c'était ma première mission, et je me suis laissé avoir. Et je pense que ce travail d'ingénierie, de se dire, vous savez, dans nos métiers, si vous êtes formateur, vous dites où en sont mes participants, où est-ce qu'ils doivent être à la fin de la formation, et puis vous créez un dispositif pédagogique. Si vous êtes consultant, où en est l'organisation, où est-ce qu'elle veut être, et vous créez un dispositif de conseil. Si vous êtes coach, où en est l'équipe, où on veut qu'elle soit, puis vous accompagnez l'équipe. C'est toujours le même principe. Donc, se poser la question de est-ce que c'est le bon véhicule pour y aller? Par exemple, si je veux aller à Londres, bien sûr, je peux y aller
en skateboard, mais c'est pas la même, bien sûr. Donc la question de quel est le meilleur moyen de partir de là pour arriver là, et nous, en tant que consultants, parce qu'on est consultant facilitateur d'une certaine manière, parce qu'on est expert du design dans la facilitation, en tant que consultant facilitateur, j'aide mon client à identifier que c'est le bon moyen et le bon véhicule. Parce que parfois, il y a une inadéquation entre l'objectif et le véhicule qu'on est en train de proposer au client, effectivement. Je sais pas, est-ce qu'on répond à ta question, Émilie? D'autres questions? Ok. D'autres questions? Jean-François, j'ai une question en fait. Vas-y. Comment est-ce que vous on va dire, faites le travail en amont pour que l'organisation soit ouverte à avoir une intervention d'intelligence collective, on va dire, ou quelles sont vos expériences? C'est quelqu'un dans l'organisation, dans le management qui un jour se réveille le matin, il dit non, je ne peux plus continuer comme ça, ou bien vous faites un travail. Moi, je travaille pour un groupe et je vois du mal à que quelqu'un dans l'organisation soit ouvert à une intervention comme ça. C'est vrai, hein. Il y a des cultures d'entreprise qui sont vraiment centrées sur… je vois, il y a des entreprises où toutes les problématiques trouvent la réponse formation. Il y a des entreprises où la culture d'entreprise, toute la problématique trouve une réponse dans le coaching individuel. Et on voit bien comment le dirigeant et les managers, par leur culture, la culture de l'entreprise, le domaine dans lequel ils interviennent. La culture aéronautique n'est pas la culture de l'automobile, même s'ils ont des points communs. La culture automobile n'est pas la culture du luxe. Et on voit comment ces entreprises ont trouvé une forme de réponse un peu à chaque fois pour… il y a une problématique, mais c'est toujours la même réponse d'une certaine manière. Et moi, ce que j'ai observé dans mon expérience, c'est que très souvent, c'est des gens que j'ai eus en coaching qui me font confiance. Et parce qu'ils me font confiance et qu'en coaching, ils ont aussi progressé. Et qu'en coaching individuel, ils se sont rendus compte que si eux bougent, mais que l'organisation ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Et que parce qu'ils ont compris que eux, en bougeant, ça avait fait bouger des choses, ils se sont dit, oui, mais si moi je bouge, mais qu'autour de moi, ça ne bouge pas, on ne va pas y arriver. Donc, ils ont conscience qu'il faut faire bouger l'ensemble. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui devient possible. Je ne sais pas, André, pour toi? Oui, de fait, hein, l'idée, c'est de pouvoir mesurer le plus vite possible cette maturité à l'intelligence collective qui souvent peut partir de dirigeants, d'un comité de direction ou l'autre, ou même du patron. Moi, souvent, j'essaie déjà de faire, par exemple, de l'intelligence collective dans le comité de direction. Hein. Rien que le fait d'avoir un tour de parole, rien que des choses comme ça, aussi simples, ça peut montrer s'il y a vraiment une envie, s'il y a une habitude et s'il y a au fond surtout aussi cette volonté de se remettre en question par rapport à des processus existants. Moi, j'ai travaillé dans une organisation au Luxembourg où, par exemple, le comité de direction voulait que je fasse de l'intelligence dans les managers, mais ne voulait pas, dans un premier temps, le faire au niveau du comité de direction. Ben, j'ai refusé en disant on commence par vous, autrement, ça ne sert à rien, quoi. Ça doit partir aussi du haut. Je vois là d'ailleurs la question de Laurence Brodin. Le facilitateur doit-il toujours savoir où il va, pas seulement dans les outils, mais dans l'intention? En tout cas, oui. Il faut au moins que l'intention soit claire. Hein. Ça, c'est vrai que la première chose, c'est de travailler sur l'intention, que l'intention du facilitateur soit claire, que l'intention pour laquelle on est là soit claire. Hein. Et savoir où on va, non, puisqu'on est à l'imprévisible. Mais en tout cas, au moins que l'intention soit claire. Ça, l'intention donne vraiment la direction, elle ne donne pas la destination. Et en tant que facilitateur, encore une fois, pour moi, c'est la différence entre le coach d'équipe et le facilitateur. Un coach, il a une destination, un facilitateur, il a une direction et il a une intention. Donc, il doit savoir quelle est son intention. Et idéalement, il sait où il en est, pas en termes d'aboutissement, il sait où il en est
dans le processus qu'il anime et qu'il facilite lui-même. Donc, il sait s'il est dans la descente, il sait s'il est dans le trou de l'aiguille ou il sait s'il est dans la remontée. Ça, c'est les grandes étapes par lesquelles on passe. C'est important parce que j'avais un défaut, par exemple, au début de ma carrière. Les gens étaient là, remontaient, et moi, je reposais des questions qui étaient encore des questions de la descente. Donc, je leur refaisais encore descendre. Et ça, c'était évidemment une erreur. Quand ils sont en train de remonter, c'est plus le moment de leur reposer des questions sur « Oui, mais au fait, est-ce qu'on a exploré ça ?» Non, 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 on est là. Parce qu'en fait, après, ce qu'on ne voit pas, c'est que le U, il revient parce que la vie est cyclique et que la question va s'approfondir encore une fois et que c'est un cycle. Donc, l'important, c'est d'avoir en tout cas cette première impression en tant que facilitateur. Et ça, c'est aussi une question d'expérience. C'est qu'au moins, vous sentiez où le donneur d'ordre ou l'organisation, elle en est dans le U. Ouais. Et c'est là où, tu en parlais, Arturo, le partenariat avec la direction, avec le donneur d'ordre est vraiment essentiel. Parce que si c'est basé sur la confiance, si c'est basé sur la transparence, et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Quand je vous parlais de cette erreur de mon début de carrière, la décision, c'est qu'il fallait se séparer de ce collaborateur. Et ils m'ont demandé, non, comment les autres peuvent faire pour. Non, c'est être suffisamment transparent avec le mandataire, mais dire, mais c'est un acte de management, qu'est-ce qui vous retient de le faire? Et là, ce n'était pas de la facilitation que j'aurais dû faire, c'est du coaching. Donc, c'est vraiment, après, c'est l'expérience, et puis c'est aussi parce que ces erreurs arrivent qu'on prend conscience que c'était une erreur. Nous sommes toujours sur le chemin. On sommes toujours sur le chemin, et le chemin est infini. Voilà, mais en tout cas, on avance. Voilà, en tout cas, ce qu'on avait envie de partager avec vous. Merci beaucoup pour votre présence. Nous restons en contact pour répondre à vos questions. André, Elisabeth et moi, on anime un dispositif de formation, comme vous le voyez, à la fois de facilitation aux fondamentaux de l'intelligence collective et ensuite une certification à la facilitation générative. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Le premier cycle commence fin juin. On ne sait pas encore s'il sera en présentiel ou en virtuel, mais vu qu'on a animé un forum ouvert à 200 en virtuel, on se dit qu'on peut vraiment tout faire maintenant en facilitation, même à distance. Donc, merci beaucoup. Elisabeth, comment se passe une formation? Eh bien, la formation, elle est essentiellement expérientielle. Si on a la chance de pouvoir la faire sur place, en présentiel, on le fera. Sinon, eh bien, on le fera en distanciel, ce qui peut avoir du sens aujourd'hui avec des clients qui nous demandent de faciliter à distance. Oui, expérimenter le distanciel. Merci à chacun. Merci Sandrine, merci Valérie, merci Elisabeth, merci Marianne. Merci à tous. Et puis, au plaisir de continuer cette aventure avec vous et de continuer à être en contact, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn. Prenez bien soin de vous en ces temps bien curieux et au plaisir. Merci, vous également. À bientôt, bonne soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye Émilie, bye bye. Au revoir, Jean-François, à bientôt. À bientôt.